Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Sens Public, débat, chronique, reportage et expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours à 18h et 22h sur Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 12 février. C'est un texte très attendu après 3 années de retard. La programmation pluriannuelle de l'énergie a été définie aujourd'hui par le Premier ministre. Développement du nucléaire, coup de frein limité aux énergies renouvelables. Sébastien Lecornu est comme un équilibriste sur un fil électrique, forcément, mais ce décret ne satisfait pas grand monde, du Rassemblement national aux Républicains, en passant par les écologistes et les insoumis. La colère monte et les menaces de censure avec. C'est l'histoire d'un débat stratégique pour notre souveraineté énergétique que l'on vous raconte dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, retour au Venezuela, plus d'un mois après l'enlèvement de Nicolás Maduro. Je tiens à annoncer que nous avons décidé de promouvoir une loi d'amnistie générale couvrant toute la période de violence politique de 1999 à aujourd'hui. Sous pression de Donald Trump, la présidente par intérim fidèle de Maduro annonce une amnistie, la fermeture de la pire prison du pays. Mais la dictature est loin de tomber. Que cherchait Donald Trump en enlevant Nicolás Maduro sur son propre territoire? Qui dirige le Venezuela aujourd'hui? Qui a la main sur le pétrole? On répond à toutes ces questions dans 3 quarts d'heure sur ce dossier vénézuélien, mais aussi sur notre indépendance énergétique. J'attends vos réactions grâce à ce QR code. Le Premier ministre était dans le Jura ce jeudi pour fixer le cap jusqu'en 2035. La France tient enfin sa programmation pluriannuelle de l'énergie. Gaspard Bunel. Après 3 ans d'attente, la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie est présentée. L'objectif, fixer les orientations de la France en matière de consommation et de production d'énergie pour les 10 prochaines années, en atteignant 60% d'énergie décarbonée en 2030. Pour ça, il mise massivement sur le nucléaire, avec la création de 6 nouveaux réacteurs, et tourne la page de la fermeture initialement annoncée de 14 EPR. Une annonce vivement critiquée par la gauche. Sur le fond, on voit bien qu'il y a une obsession nucléaire dans notre pays qui devient totalement déraisonnable, puisque les derniers chiffres sur les projets de 6 EPR, c'est plus de 100 milliards. Donc on est sur des chiffres absolument astronomiques que les contribuables et les consommateurs vont payer. Autre mesure sur l'énergie solaire cette fois, la France voit ses ambitions à la baisse et réduit les appels d'offres publics pour les futurs parcs photovoltaïques. Enfin, le gouvernement souhaite privilégier le renouvellement de parcs éoliens terrestres déjà existants et freine le développement de nouvelles installations. Pour les Républicains, la relance du nucléaire va dans la bonne direction, mais le texte dans son ensemble, lui, ne va pas assez loin. Au-delà de tout ça, et qui s'accompagne aussi de la PPE, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à lisser beaucoup plus dans le temps la consommation. Et on voit bien que ça a des conséquences aussi sur les cycles industriels. Donc ça doit s'accompagner aussi d'une réflexion avec les gros consommateurs pour voir comment eux aussi peuvent faire en sorte que leur production soit beaucoup plus lissée dans le temps. Les débats des derniers mois n'ont pas permis d'aboutir au vote d'une loi. Alors, comme pour les 2 précédentes PPE, l'exécutif a opté pour la voie du décret. Le texte sera publié vendredi au journal officiel. Et on va voir pourquoi ce décret, cette programmation pluriannuelle de l'énergie tant attendue ne satisfait pas grand monde. J'accueille André Merlin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes président d'honneur, fondateur de RTE, ancien président du Conseil international des grands réseaux électriques. Bastien Cuc, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes responsable énergie au réseau Action Climat. Frédéric Danhé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, journaliste spécialisé des questions d'environnement, chroniqueur à Marianne. Et Jonathan Boucher-Petersen, bonsoir Jonathan, bienvenue à vous, éditorialiste politique pour Libération. Et pour Sens Public. André Merlin, que vous inspire cette programmation pluriannuelle de l'énergie? Est-ce que le premier mot, c'est enfin? Oui, on pourrait dire enfin, mais c'est surtout, il n'y a pas de surprise. Parce qu'on dit que le projet a été modifié, pas du tout. C'est pratiquement ce qui a été proposé dès le départ. C'est un projet qui va conduire à des dépenses faramineuses, et donc à un gaspillage d'argent public. C'est ça qui est le plus grave. Oui. Et je ne pense pas d'ailleurs, moi qui ai fait toute ma carrière dans le domaine de l'énergie, plus particulièrement de l'électricité, oui, avec donc une expertise qui est reconnue au niveau mondial, je pense qu'elle n'aboutira pas. Que cette PPE sera remise en cause
aux futures élections présidentielles. Alors, effectivement, présidentielle. C'est un des débats, parce que dans un an, il y a la présidentielle, voilà, et peut-être qu'elle sera remise en question. Elle va coûter très cher, c'est ce que vous nous dites. On essaiera de détailler ça ensemble. Bastien Cucq, est-ce qu'elle est à la hauteur des enjeux, notamment des enjeux de décarbonation, de dépendance commerciale au gaz ou au pétrole ? Alors, ça dépend ce qu'on regarde. Est-ce qu'elle est à la hauteur ? On a un objectif dans cette PPE qui est de passer de 40% d'énergie décarbonée à 60%. Ce que ça veut dire, c'est réduire la part du gaz et du pétrole qui sont intégralement importés en France et qui nous coûtent extrêmement cher à 40%. Alors cet objectif, il doit être atteint en 2030, c'est-à-dire en 4 ans, et on ne peut que s'en réjouir. Par contre, en face, on se demande quels moyens on a. Et on a vu des réductions depuis le premier projet de PPE de l'ambition sur le solaire et sur l'éolien, même sur l'éolien en mer. On a un plan d'électrification qui est annoncé, mais qui pour l'instant n'a pas de budget et ne répond à aucune mesure dans la loi de finances. Et puis on n'a pas non plus d'annonce de baisse de la consommation. Donc on se demande bien avec quels moyens le gouvernement va atteindre cet objectif de réduction de la part du gaz et du pétrole. Alors il y a des enjeux nucléaires, énergie renouvelable. Moi je suis convaincu qu'il faut un mix énergétique. Peut-être que tout le monde l'est aussi sur ce plateau, mais on a le sentiment que c'est une bagarre entre les uns et les autres. Frédéric Danlé, est-ce que cette programmation pluriannuelle de l'énergie, je vais le dire à chaque fois parce qu'il y a certainement nos téléspectateurs qui ne savent pas ce qu'est PPE, est-ce qu'elle est plus politique que technique ou même scientifique finalement? Elle est avant tout politique. Elle est d'abord politique. Ben oui, le Premier ministre a ménagé le chèvre et le chou. En France, on est très manichéen. Si on est pro-ENR, on est anti-nucléaire. Si on est pro-nucléaire, on est anti-ENR. Donc voilà, on ménage les deux. Après n'avoir strictement rien fait pendant 20 ans. En gros, depuis, pour des raisons politiques, à l'époque où la gauche espérait encore en le soutien des écolos politiques. Donc depuis, en gros, l'annonce de la fermeture de Fessenheim, on n'a réfléchi à rien. On n'a pas pensé, alors que l'énergie, ça se pense sur 20, 30, 40, 50 ans. Ça se réfléchit à l'échelle d'une génération humaine. Et là, en fait, on a considéré que c'était un sujet de politique traditionnelle qui ne se pense pas comme on l'avait pensé lors du vote, enfin de l'imposition, du programme électronucléaire, où je rappelle, on a construit 49 centrales en 12 ans. Voilà, c'était comme ça et pas autrement. Le comme ça et pas autrement n'existe plus en France. Pourtant, la démocratie, c'est aussi l'art de faire comprendre aux citoyens ce qui a été pensé pour eux. Et là, sur les questions d'énergie qui engagent la France, dans l'Europe et dans le monde par rapport au climat, qui engage la France par rapport à sa pauvreté et son appauvrissement, en fait, on ne discute qu'au dernier moment, voilà. Tout d'un coup... Oui, mais on pourrait se satisfaire qu'on ait enfin une loi de programmation. Oui, mais qui est attendue par le secteur depuis 3 ans. Mais qui effectivement ne satisfait personne. Et pour faire répondre à la deuxième partie de votre question, qui satisfait aucun scientifique. On a l'impression qu'on ne tient compte de rien, en tout cas pas des ordres de grandeur. Et pour terminer là-dessus, pour résumer, le Premier ministre a dit qu'il fallait s'attendre, en gros, à une explosion de la demande. Pour l'instant, on ne la voit pas, la demande ne cesse de baisser. Elle baisse, merci la désindustrialisation. Et donc, est-ce qu'on va s'endetter encore un peu plus pour être en surproduction alors qu'on l'est déjà et qu'on a du mal à faire tenir à la fois le nucléaire et les deux énergies dites intermittentes, éolien et solaire. Il faudrait d'abord développer la demande d'électricité avant d'en produire encore plus, c'est ce que je comprends. Continuer à nous pousser à la sobriété en évitant ce qu'on appelle l'effet rebond, parce que souvent quand on consomme moins dans un domaine, on va consommer plus ailleurs. Enfin voilà. Donc je sais pas, franchement je comprends pas. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas grand monde de satisfait. Jonathan, et je vous redonne la parole tout de suite. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez l'un et l'autre sur les sommes faramineuses et un endettement quand même qui pose question dans le débat national, on parle quasi exclusivement du nucléaire en termes d'investissement. On entendait Yannick Jadot parler de ces 6 EPR, les 100 milliards. C'est la bascule ou plutôt le revirement du discours de Belfort d'Emmanuel Macron en 2022, parce que même s'il n'y avait pas de planification à l'échelle d'une génération, il y avait quand même un mouvement qui allait vers une forme d'atterrissage pragmatique sur le fait que le mouvement mondial, c'est quand même le développement des ENR, des débats autour d'éolien terrestre ou pas, photovoltaïque, enfin, on rentrait un peu dans le détail de savoir ce qu'on voulait développer en France, mais il y avait cette idée que le tout nucléaire n'était pas forcément une solution, parce que derrière la promesse de souveraineté et d'électricité basse, il y a un enjeu d'approvisionnement, il y a un enjeu de retraitement des déchets, enfin, toutes ces questions-là, on avait quand même le sentiment d'avoir progressé, et la PPE précédente est quasi antinomique avec celle qui est sur la table aujourd'hui. Oui, alors là, c'est pas non plus le tout nucléaire, on peut pas c'est 100 milliards d'investissements, c'est quasiment la seule ambition, elle est nucléaire. C'est pas le moratoire sur l'éolien, par exemple, réclamé par le Rassemblement national ou une partie de la droite. Non, mais c'est Bastien Cucq, quand je suis pas beaucoup de gens pour dire qu'il y a une belle ambition. J'avais dit d'abord André Merlin. Est-ce que, parce que, alors effectivement, quand je reviens vers vous juste après.
Quand vous entendez, peut-être c'est ce que vous avez lu depuis quelques heures, le fait que c'est priorité au nucléaire, les énergies renouvelables sacrifiées, est-ce que vous la lisez comme ça? Non, disons que c'est du en même temps. C'est-à-dire qu'on a le nucléaire, et principalement le nucléaire résultant du plan Mesmer. On y ajoute 6 réacteurs nucléaires, mais qui seront en service qu'au-delà de 2038. Je crois que c'est à peu près là. Et on construit effectivement de l'ordre de 220 TWh de renouvelables intermittents. Donc éolien, photovoltaïque, voilà, c'est ça. Il faut bien comprendre qu'on a affaire à 2 moyens de production d'électricité de nature totalement différente. Produisent de l'électricité, dans le discours ambiant, on considère que c'est équivalent, pas du tout. Il y a d'une part les énergies, je dirais, traditionnelles, qui sont l'hydroélectrique, qui est une énergie renouvelable. Il y a le nucléaire, toutes deux sont des énergies décarbonées. On peut y ajouter la géothermie, d'ailleurs. Bon, les ressources géothermiques pour produire l'électricité en France sont assez limitées. Et on a par ailleurs de l'éolien et du solaire. Éolien terrestre et l'éolien terrestre et l'éolien solaire, et le maritime, ainsi que le solaire, c'est des énergies intermittentes. Mais on a vu que non, mais attendez, laissez-moi terminer. C'est pas complémentaire? Non, c'est pas complémentaire. Je vais vous expliquer. C'est des énergies intermittentes qui sont non pilotables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire non pilotable? Ça veut dire qu'elles ne produisent pas nécessairement au moment où on en a besoin. Donc, on a besoin d'un moyen pilotable en réserve susceptible de reprendre la charge d'électricité pour éviter les coupures. Et qui plus est, et ça on ne le dit pas, ce sont des moyens qui ne contribuent nullement à la stabilité du système électrique interconnecté au niveau européen. Et c'est la conséquence de cela qui a provoqué le blackout en Espagne et au Portugal. Il faut le dire. Donc la valeur... On a entendu votre argument. Il est très important sur le fait que effectivement les énergies intermittentes, Bastien Cucq, soient moins pilotables et pas du tout pilotables. Ou pas du tout pilotables. C'est pas moins pilotable, c'est pas du tout pilotable. Mais désolé de le dire. Et donc mettrait en danger finalement le réseau électrique français. C'est le fait qu'il ne contribue pas à la stabilité du système. On va faire en sorte que tout le monde ait la parole. Tout à fait. Mais je termine mon propos. Et le problème principal, si vous permettez, et j'arrêterai. Il dure 3 quarts d'heure le débat. Monsieur Merlin, vous allez avoir la parole longuement, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. J'ai entendu 2 choses quand même. J'ai entendu qu'aujourd'hui, la consommation d'électricité ne repart pas à la hausse. Effectivement, c'est le cas, c'est un constat de RTE aujourd'hui. Cela dit, il faut se demander pourquoi elle ne repart pas à la hausse. Alors pourquoi elle devrait repartir à la hausse? Déjà, c'est parce qu'on devrait installer des pompes à chaleur, remplacer nos voitures thermiques par des voitures électriques, développer le train, etc. Dans au moins les 3 derniers budgets, à chaque fois qu'on a vu la copie finale du projet de loi de finances, le réseau Action Climat a produit une note pour dire on a baissé les financements à la transition. Donc maintenant, on vient dire il faut sacrifier les renouvelables parce qu'il n'y a pas la demande en face. Déjà, il faut se demander pourquoi il n'y a pas la demande. Il n'y a pas la demande parce que, si je prends le fonds vert par exemple, on est passé de 3,6 milliards en 2023 à 2,5 en 2024 et à 850 millions en 2026. Si on prend MaPrimeRénov', on a eu des arrêts, des relances, etc. et des baisses de budget à chaque fois. Les fonds dédiés à l'électrification des véhicules, c'est pareil. Donc, cette panne d'électrification, on va dire, elle vient pas de nulle part. Et d'autre part, sur le blackout, sur la contribution des énergies renouvelables... On peut regarder ce risque en face, quand même. Exactement. Mais sur le blackout, aujourd'hui, il n'y a aucun moyen d'affirmer que c'est la faute des énergies renouvelables. Au moment du blackout... Vous acceptez l'idée que ce soit pas pilotable ou moins pilotable. Alors, justement, il y a des rapports, s'il vous plaît, il y a des rapports récents de RTE, en fait, Je m'excuse de vous couper, je suis quand même un spécialiste au niveau mondial. Le président de la République vient d'affirmer hier que la cause du blackout en Espagne et au Portugal, et je lui ai transmis d'ailleurs un dossier à ce sujet, c'est les énergies renouvelables intermittentes. Ça gêne énormément le gouvernement espagnol, parce qu'effectivement, ça contrarie sa politique énergétique, et ça gêne également la Commission européenne qui, sous l'influence des gens, des idéologues
adeptes de la décroissance ont... Oui, toujours plus. Non, mais attendez. Non, mais s'il vous plaît, combien il y avait d'énergie renouvelable dans le mix électrique au moment du blackout? 70%. Non, il y avait 55% de solaire. 70%, monsieur. J'ai les références, j'ai vu les gens... Non, monsieur. Alors, sur ce plateau... Ne me contestez pas, monsieur Merlin. J'ai une référence au niveau international. Monsieur Donc, Merlin, vous n'allez pas me contester, vous ne connaissez pas le sujet. Mais comme on est plusieurs autour de la table, on est obligé d'avoir des avis, même si on n'a pas, mais bien sûr, une compétence je ne conteste pas. vous savez quoi? Hop. Merci beaucoup. Merci. Je reprends la main. Excusez-moi d'avoir été sur un ce petit plateau. peu... Je vais juste faire un petit rappel. Tout le monde se respecte, tout le monde s'écoute. C'est valable pour tous les invités. D'accord ? On va repartir sur cette base-là. Merci beaucoup. Frédéric Denry, je ne vais pas vous demander d'arbitrer, mais on va ouvrir un chapitre sur le nucléaire, parce que c'est évidemment un enjeu majeur. Et on va donner la parole à un ingénieur qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui préside le Shift Project, qui est plutôt un défenseur du nucléaire. Et voilà ce qu'il dit, c'était ce matin sur France Inter. Je déplore surtout l'orientation précédente, c'est-à-dire qu'en fait, avec le système de je t'aime moi non plus qu'on a eu entre la France, enfin entre le gouvernement, on va dire, le pouvoir politique et le nucléaire en France pendant 20 ans, on a pris ces 20 ans d'hésitation, on commence à les payer aujourd'hui, avec des réacteurs qui mettent du temps à sortir de terre, avec un nucléaire qui coûte cher. Voilà, c'est la sanction directe, j'ai envie de dire, une génération après ces hésitations, on est en train de la voir aujourd'hui. Sur les renouvelables, c'est exactement pareil. En fait, on ne joue qu'une fois. Il faut bien comprendre qu'on ne joue qu'une fois. Est-ce qu'on peut rattraper, Frédéric Denry, en quelques années, ce retard de 2 décennies ? Ben non, c'est impossible. De toute façon, construire une centrale ou un champ d'éoliennes offshore, ça prend du temps. Ça prend du temps juridiquement, ça prend du temps sur les enquêtes, ça prend du temps sur la construction, sur l'industrie. Puis deuxièmement, je ne suis pas sûr que pour le nucléaire, on sache encore faire. Vu qu'on a abandonné le nucléaire pendant un moment, on a découragé des gens de continuer dans cette filière et on a perdu une expertise au profit sans doute des Chinois. Et là, ce qu'on se propose de construire, c'est les réacteurs les plus complexes qui existent, qu'on a du mal à construire les EPR, alors même que les Chinois sont en train de passer directement à la 4e génération, celle qu'on maîtrisait du temps de Superphénix, et Superphénix qu'on a arrêté aussi, malgré quelques incidents, pour des raisons politiques. Donc je suis pas sûr, c'est un pari qui est extrêmement risqué, qui est juste le fruit d'une absence totale de réflexion globale. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, par exemple, la prime Rénov', l'aide pour les consommateurs, pour justement mettre derrière l'électricité, les centrales, les éoliennes, etc., des pompes à chaleur, ça n'arrête pas de changer, les lois sont jamais les mêmes, les agences locales de l'énergie nucléaire ne savent pas quoi faire. Il y a un problème d'installation, il y a un problème de maintenance, il y a même un problème de qualité de produit pour les pompes à chaleur. Résultat, il y a plus de gens mécontents que de gens contents. Comment voulez-vous solliciter la demande, exciter la demande, la fabriquer même, alors que les retours sont catastrophiques? Et je termine là-dessus, alors même que les gens ont bien compris que s'ils voulaient rénover énergétiquement leur maison de façon à ce qu'ils consomment moins, ça va leur coûter en moyenne entre 30 et 40 000 euros par logement, dont personne n'a le premier sou, et alors même que l'État n'est plus en capacité de les aider. Bastien Cuc, est-ce que vous reprenez l'expression de Yannick Jadot qu'on a entendue tout à l'heure, qui parle d'obsession nucléaire déraisonnable dans cette programmation pluriannuelle de l'énergie ? Alors, il faut partir en fait de ce qu'on a aujourd'hui. On peut refaire la bataille sur le nucléaire, ce sera le travail d'historien, j'imagine. On peut aussi regarder ce qui existe aujourd'hui en France et en Europe. En France et en Europe, on a une industrie éolienne qui est dominante à l'échelle internationale. Si on enlève une industrie éolienne, une industrie de l'éolien, exactement. En France et en Europe. 100% des éoliennes installées en France sont de conception européenne. Et c'est à peu près 100% dans toute l'Europe. On a un petit peu d'américains. Au niveau international, quasiment 100% des éoliennes installées... Je vous ai posé une question sur le nucléaire. Oui, ce que je veux dire, c'est sympa d'y répondre. On a une bien meilleure alternative aujourd'hui. Est-ce que c'est une obsession nucléaire, cette PPE, ou pas? Elle est simple, ma question. C'est d'abord un aveuglement au fait qu'on a de bien meilleures alternatives. On a des industries qui sont très puissantes sur l'éolien et on ne veut pas les mobiliser, on leur coupe les vivres. Or, on est dans une concurrence féroce au niveau international. Si on coupe les vivres à notre propre filière, c'est concrètement en faire l'abandon à la Chine et abandonner les 100 000 emplois qu'il y a dans les énergies renouvelables aujourd'hui. Côté nucléaire, on voit que les prix n'arrêtent pas d'augmenter. On n'est pas très sûr des délais de construction. Pour moi, c'est un choix qui est beaucoup plus hasardeux que de faire le choix des énergies renouvelables. C'est un vrai choix de souveraineté, le nucléaire. Je ne comprends pas cet argument. Alors, un vrai choix de souveraineté, ça dépend si on considère la question de l'uranium. Tout notre uranium... Quand on a fait le plan Mesmer, notre uranium, il venait du Niger, qui était une colonie française, ou qui venait d'en sortir, mais avec un accord de défense qui garantissait la propriété exclusive de l'uranium nigérien à la France. Aujourd'hui, le Niger nous a mis dehors. Ils ont mis Orano dehors. Tout notre uranium, quasiment, passe par la Russie, vient du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan et transite via Rosatom. Alors,
Est-ce que ce nucléaire contribue à notre souveraineté? C'est sûr que c'est moins grave que les fossiles. Je veux bien entendre André Merlin là-dessus, sur l'enjeu de souveraineté. Écoutez, nucléaire et souveraineté. D'abord, sur le nucléaire, ce qu'il faut dire clairement, c'est qu'on a un parc nucléaire qui peut fonctionner jusqu'à 80 ans. On est donc à mi-vie. Il permet de produire de l'électricité à un prix qui est de l'ordre de 50 à 60 euros du mégawattheure. Et c'est grâce à ce parc nucléaire que la France est capable d'exporter ses surplus d'électricité vers les autres pays d'Europe. Quand on voit le fonctionnement du marché, on a une différence de prix de marché entre la France et l'Allemagne qui est de l'ordre de 30%. Et donc c'est un avantage non seulement pour les ménages, mais aussi pour les industriels, et en particulier les industriels électro-intensifs. Alors faut-il construire 6 réacteurs de plus? Alors que la demande d'électricité n'est pas si forte en France. Et qu'on a du mal déjà à en sortir. Disons que là, effectivement, on peut se poser la question. Nous considérons, en particulier si on réussit, comme le dit mon voisin, l'électrification des usages, on aura besoin de davantage d'électricité, au-delà de 2035. Et donc, si on a besoin de davantage d'électricité, il faut des moyens en conséquence. Je considère qu'il faut des moyens pilotables, pas des moyens non pilotables et intermittents. Ça coûte très cher. On dit que le nucléaire coûte cher, mais les intermittents, et en particulier l'éolien marin, coûte une fortune. Il faut savoir que l'investissement qui est prévu au travers de la PPE 3 sur l'éolien marin, qui est une petite fraction, c'est plus de 100 milliards d'euros. Allez, alors, je termine simplement. Allez-y. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par mon voisin de gauche. Effectivement, à l'horizon 2050, il faut avoir une tête de série ou un prototype d'un réacteur de 4e génération. Et c'est pour ça qu'il est impératif, et je pense que la décision va être prise par le président de la République, de relancer le projet Astrid. Ok, alors là, ça devient un tout petit peu trop technique pour le grand public. Si vous l'avez dit et on a entendu le message. Allez, Jonathan, on va parler un peu de politique parce que il y a eu un choix fait par Sébastien Lecornu de passer par un décret pour mettre en œuvre cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Expliquez-nous. Oui, bon, on comprend à travers le début de ces échanges qu'on est sur des enjeux qui sont très importants. Il faut souligner qu'en 2016-2020, ça avait déjà été le choix des gouvernements à l'époque, mais à la base, un texte de loi était prévu, dans la loi énergie-climat de 2019, un texte qui devait être publié en juillet 2023. Donc il y a eu la guerre en Ukraine, on l'a expliqué, l'enjeu qui est venu souligner l'enjeu d'une réelle souveraineté énergétique en sortant de notre dépendance à la Russie. Et plus récemment, on s'est rendu compte que du côté des États-Unis, c'était bien d'être un peu souverain aussi. Puis le contexte d'instabilité politique, voilà, toute chose qu'on a suivie, ça a largement attiré le calendrier. Et donc dimanche, dans la presse régionale, Sébastien Lecornu a tranché en disant d'un côté qu'il y avait urgence à aboutir et de l'autre qu'à ses yeux, le débat avait largement eu lieu. Ce qui n'est pas totalement faux. Alors ce recours à la voie réglementaire, pour autant, il ne passe pas bien. Oui, il passe pas bien parce que le gouvernement n'a pas présenté de projet de loi sur le sujet devant le Parlement. Et il enterre de fait la proposition de loi d'origine sénatoriale qui s'était fait fort de venir combler ce trou. Donc une proposition du sénateur LR Daniel Grémillet qui finira donc pas son parcours législatif. Donc elle avait été adoptée en première lecture au Sénat, décembre 2024. Donc là, il y avait déjà cette espèce de début de fronde quand même contre les objectifs en matière d'énergie renouvelable. On passait de 40 à 33% de la part dans le mix énergétique. Je rappelle que la directive européenne RED, c'est un objectif à 44%. Donc on peut tout contester, ça devient très vite technique, mais quand même, il y avait cette ambition mondiale et européenne d'aller plus vite, plus fort sur l'énergie renouvelable. 6 mois plus tard, donc dans la navette parlementaire, le texte arrive à l'Assemblée et son examen, dans un contexte politique compliqué, donne lieu à un divorce assez flagrant entre les macronistes et LR. LR, donc avec un amendement de Laurent Wauquiez, qui lui demande purement et simplement un moratoire sur le photovoltaïque et l'installation de nouvelles éoliennes, notamment terrestres. Le groupe de Marine Le Pen vote l'amendement de Laurent Wauquiez, donc une alliance LR-RN sur le sujet. Et Marine Le Pen en avait profité pour faire voter un autre amendement qui donc, globalement apparaissait comme techniquement et financièrement assez absurde, quoi qu'on pense de la décision originelle, qui consistait à rouvrir la centrale de Fessenheim.
Donc le texte avait finalement été rejeté par les députés, et en juillet dernier, les sénateurs, donc où le texte était revenu, l'avaient eux adopté, mais en laissant de côté le principe d'un moratoire à la sauce Wauquiez-RN. Et donc Sébastien Lecornu, il a choisi de reprendre la main. Oui, il a choisi de reprendre la main parce qu'après une séquence budgétaire qu'on a beaucoup suivie, qui a été explosive et compliquée, on peut la qualifier d'explosive. À quelques jours d'une suspension des travaux parlementaires qui va satisfaire tout le monde pour laisser sa place à la campagne des municipales, le Premier ministre voulait s'éviter de nouveaux débats enflammés sur un sujet électrique entre les forces politiques en campagne et, on le voit, fort peu disposées au consensus. Mais cette façon de faire, elle est quand même contestable parce que le gouvernement Lecornu, contrairement à ses prédécesseurs, il dispose d'une très faible légitimité politique, alors qu'il s'agit d'un dossier absolument majeur dont on l'a dit, il sera probablement tranché lors de la prochaine présidentielle. D'un côté, il y a de quoi regretter ce choix du décret qui est fort peu démocratique, mais de l'autre, il est vrai qu'un retour du texte devant l'Assemblée était à tout le moins aventureux. Oui, parce qu'on peut se poser la question, même en passant par un décret d'ailleurs, d'une exposition du gouvernement à une motion de censure. Il y a un risque. On aura la réponse vendredi sur concrètement ce que le décret reprend du texte voté en seconde lecture au Sénat, même s'il y a déjà des indices qui commencent à poindre. Ce qui est certain, si on fait un peu l'état des lieux, c'est que les écolos, les insoumis sont très remontés contre ce recul sur le front des énergies renouvelables, notamment l'éolien terrestre, mais aussi le photovoltaïque. Parce que tous ces sujets-là sont aussi très souvent source de tensions locales. On se rend compte que derrière les questions scientifiques et énergétiques, il y a aussi beaucoup de politique à l'échelle, à la veille des municipales. Côté RN, on agite depuis des mois la menace d'une motion de censure, même si on en a un peu rabattu sur cette question ces derniers jours. Donc le RN, c'est simple, c'est moratoire pur et simple. Et on qualifie de faute lourde et même de folie le choix de passer par un décret. On verra comment tout ça aboutit, parce qu'il y a parfois des grandes déclarations. Quant au LR, très raccord sur le fond avec les RN, ils ne digèrent pas de voir leur proposition de loi sénatoriale passer assis à l'as. Bref, il y a beaucoup de mécontents, essentiellement des mécontents. Est-ce qu'ils pourraient se coaliser ? Mais on les imagine quand même mal se coaliser parce que les raisons sont très disparates et de toute façon, ce serait a priori pas suffisant pour faire tomber le gouvernement et en plus, c'est peut-être pas le moment. Oui, effectivement. Ce que je retiens de ça quand même, Frédéric Denré, peut-être qu'il fallait, on était déjà à 3 ans de retard, mais peut-être qu'il fallait attendre encore 1 an finalement. Est-ce que c'est pas une présidentielle qui aurait dû trancher ce débat ? Ah oui, puis en plus il y a 2 rapports qui sont en cours. On aurait pu demander d'ailleurs à l'Office parlementaire de l'étude des choix scientifiques et techniques qui réunit Sénat et Assemblée qui en général font des rapports de qualité. On aurait pu encore attendre 1 an effectivement. Là ce qu'on voit, que ce soit sur les ENR ou le nucléaire, je crois qu'il n'y a qu'en France qu'on voit ça, enfin non peut-être pas, ou d'autres pays européens, tout est idéologique. L'énergie est idéologisée alors qu'elle devrait, moi je suis un scientifique de formation, reposer sur des bases scientifiques. Est-ce qu'on peut se passer du nucléaire ? Non. Est-ce qu'on peut se passer des ENR ? Sans doute pas. Par contre, il y a un point important en termes de politique et de bonne politique. Quand le Premier ministre dit qu'il fait de fait un moratoire sur l'éolien terrestre, ça correspond à une demande de la population. Quand il dit qu'il faut remotoriser les champs d'éoliennes plutôt que d'en recréer, c'est parce que les éoliennes se sont mis à peu près tout le monde à dos. Je me souviens d'un film que j'ai fait en Picardie où il y a une concentration d'éoliennes phénoménale. Les gens n'ont cessé de se plaindre, d'être mis au courant, si j'ose dire, au dernier moment. Parce que dans les enquêtes publiques, il faut vraiment aller à la mairie, aller sur le tableau d'affichage pour voir qu'il y a une enquête publique. Et les gens se sont sentis dépossédés de la décision et in fine dépossédés de leur paysage. Encore une fois, on a tout fait n'importe comment. Alors que partout où on a demandé aux gens, au début de l'idée même du projet, de travailler avec des paysagistes pour inscrire les éoliennes dans le paysage, ça marche. Et on a fait, donc, je pense que de bonne politique, Lecornu a raison de dire on va remotoriser, on va temporiser, c'est-à-dire on va remplacer les éoliennes par d'autres, pour voir ensuite, et d'ailleurs, je termine là-dessus, il propose d'augmenter les champs d'éoliennes offshore qui, en gros, n'emmerdent à peu près personne, en tout cas pas les politiques à l'Assemblée. Et c'est pas plus mal parce que c'est là où le vent se trouve beaucoup plus que sur nos montagnes. Alors, on va continuer de parler de l'énergie éolienne. Peut-être une petite question, parce que vous aviez, André Merlin, signé une tribune dans Figaro Vox avec 2 autres spécialistes de l'énergie. Avec un professeur du Collège de France et qui est membre de l'Académie des sciences. Et l'ancien directeur général de l'ANDRA. Et ce que l'on recommande, c'est ce que vient de dire mon voisin de gauche, c'est qu'effectivement, il faudrait que le gouvernement prenne l'avis de scientifiques et d'experts de haut niveau. Mais ils l'ont pas fait. Pardon ? Ils l'ont pas fait. Vous disiez que vous aviez envoyé un mémo au président de la République, par exemple. Non, mais c'est très récent et c'est lié essentiellement au blackout Espagnol et Portugal. Espagne-Portugal. Parce qu'on refusait de dire la vérité, en fait. Parce que ça gênait beaucoup. Donc vous dites, les experts n'ont pas été... Non, ils n'ont pas été consultés. Et donc, ce que nous proposons dans cette tribune, c'est effectivement que ce soit l'OPEX qui décide effectivement. L'OPEX, c'est l'Office parlementaire des choix d'évaluation
choix scientifiques et techniques. D'accord. Donc c'est très important parce que ça réunit à la fois les députés et les sénateurs. Oui. Et à mon avis, c'est ce qui se faisait d'ailleurs auparavant. Là, il faudrait effectivement consulter les gens qui savent. Parce que franchement, il y a des gens qui parlent et qui ne savent pas sur le sujet. Hein. Et donc, c'est ce que nous proposons. Et ce n'est qu'après avoir recueilli l'avis de ces experts qu'on peut effectivement ensuite légiférer ou sortir un décret. Oui. Hein. Alors, on va continuer de parler effectivement des éoliennes, parce que vous disiez, c'est une sorte de prise d'otage politique ou idéologique. On va parler du coût de l'énergie avec Clémentine Louise, et ça va nous amener à discuter de la stratégie du Rassemblement national. Bonsoir Clémentine, bienvenue à vous. Le Rassemblement national qui annonce autour de cette programmation pluriannuelle de l'énergie un coût de... Le chiffre claque évidemment, 300 milliards d'euros. Oui, c'est le chiffre qu'a annoncé Marine Le Pen lundi sur X, un chiffre qui a été repris aussi par des membres des Républicains opposés aux énergies renouvelables. Et la réponse ne s'est pas fait attendre sur X également. Le Premier ministre a rétorqué à la chef de file du RN. Contrairement à ce qui est affirmé, cette programmation est chiffrée sur 45 ans, avec plusieurs scénarios publics qui vont d'un gain de 35 milliards d'euros à un coût de 115 milliards. Bien loin du chiffre avancé de 300 milliards d'euros répété sans démonstration. À qui se fier ? Eh bien, pour comprendre qui dit vrai, il faut entrer dans le détail. Ce chiffre de 300 milliards, le Rassemblement national le calcule de cette façon. Le parti estime que les investissements dans les réseaux représentent 190 milliards d'euros et que le soutien aux énergies renouvelables représente 110 milliards d'euros. Donc on est bien d'accord, c'est 300 milliards d'euros pour les énergies renouvelables. C'est ça la critique du Rassemblement national, c'est pour toutes les énergies renouvelables. Alors non, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble, d'accord, parce que c'était pas très clair dans mon esprit. Ces calculs, ils sont faux selon la Commission de régulation de l'énergie. Tout à fait. L'instance précise que ces chiffres, il précise un petit peu ces chiffres, et voilà ce que ça donne sur les 190 milliards. Eh bien, la Commission rappelle que 55 seulement sont liés au raccordement de nouveaux parcs renouvelables, et le reste, donc 135 milliards pour atteindre 190, eh bien, concerne des investissements inévitables. Par exemple, la maintenance. Donc, ça aurait été des investissements qui auraient été faits de toute façon, et ce, même sans cette PPE. D'accord, 135 milliards pour la maintenance des réseaux. De toute façon, ça ne bougeait pas. Et donc, sur les 110 milliards annoncés pour le Rassemblement national, pour soutenir les énergies renouvelables, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, ce chiffre-là de 110 milliards, c'est une hypothèse, en fait, que fait le Rassemblement national. Et cette hypothèse, elle consiste à dire que le prix du marché de l'électricité reste bas. Alors, pour bien comprendre, le coût de soutien aux énergies renouvelables dépend du prix de marché de l'électricité. Or, ce prix, il fluctue. S'il est bas, l'État compense les producteurs et donc paye. Et s'il est haut, l'État gagne de l'argent. Aujourd'hui, le prix du marché, il est très bas, donc l'État paye, mais on ne sait pas du tout comment il va évoluer. Donc faire une hypothèse où l'on dirait qu'il reste bas, c'est assez bancal, d'autant que cette programmation pluriannuelle, elle est prévue sur 45 ans. Donc on imagine mal comment ce prix de marché pourrait ne pas bouger du tout pendant 45 ans. Merci beaucoup. Clémentine, je voudrais qu'on continue de parler de l'éolien. L'éolien terrestre, parce que c'est l'axe principal de la critique du Rassemblement national. Bastien Cuc, c'est vrai qu'il y a quand même une question d'acceptabilité. On ne peut pas nier que peut-être certains projets ont été mal ficelés. Je dis certains projets. Oui, alors que certains projets étaient mal ficelés, qu'il y en ait même plusieurs, il y en a même beaucoup, c'est vrai. Par contre, sur le problème d'acceptabilité, il faut faire attention. On a des sondages régulièrement, on a même un baromètre régulier de l'ADEME, et récemment, on a eu un sondage de l'IFOP qui dit que, de manière générale, les Français sont à 85% en soutien de l'éolien. Oui, on n'a pas de part... Sauf à proximité, c'est ça la difficulté. Et justement, ça... Le principe, tout le monde trouve ça génial, mais quand il y a un projet... Un peu comme le nucléaire, c'est vrai qu'habiter à côté d'une centrale... Alors, sur une nouvelle centrale, c'est vrai. Alors, quand on rentre dans le détail d'un projet et qu'il faut le faire accepter... Certains ont très bien réussi, Frédéric Daniel le disait, mais souvent, il y a des levées. Non, alors justement, ça c'est une idée reçue. En fait, on a un sondage de l'IFOP qui allait interroger des Français en distinguant en fonction de s'ils vivaient loin ou proche d'un parc éolien.
Et pour les Français qui n'ont pas de parc proche de chez eux, on est à 75% d'opinion favorable à l'éolien. Pour les Français qui ont un parc proche de chez eux, on est à 85%, 10% de plus. Et quand on est sur des Français qui sont impliqués dans la gouvernance d'un projet dès le début, comme on le disait, on monte à 92%. Et on a même des projets pas loin de là où le Premier ministre est allé faire son annonce dans le Jura. Dans le Jura, oui. Qui sont des projets portés par des collectifs citoyens avec de l'épargne locale. Et qui il n'y en a pas beaucoup, c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de soutien, contrairement à d'autres pays. Mais ceux-là, ce sont les plus acceptables du monde. Ils sont portés directement par les citoyens. Et sur la question du prix, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le prix des énergies renouvelables, il a fondu comme neige au soleil. Par rapport à 2007, par exemple, on fait des éoliennes qui sont 3 fois plus puissantes que ce qu'on faisait en 2007. Et on fait des panneaux solaires. À l'époque, ça coûtait 5 € pour 1 watt de panneau solaire. Maintenant, ça coûte 10 centimes. 50 fois moins cher. Donc les données économiques ont massivement changé. Et c'est l'inverse pour le nucléaire. Quand on prend le nucléaire historique, on est autour de 50 € par mégawattheure. Quand on prend le nouveau nucléaire, on est au moins à 100 €. Et encore, c'est sans compter les prochaines réévaluations à la hausse. Un mot de réponse là-dessus, André Merlin. Est-ce qu'effectivement, ça coûte de plus en plus cher de fabriquer des centrales nucléaires? Si vous allez en Chine, ça coûte. Ça dépend de la durée de fabrication, de construction des centrales nucléaires. Plus le temps est court, moins c'est cher. Mais je reviens. C'est vrai que l'exemple de Flamanville, c'est pas le meilleur. Hein, non, mais si vous voulez, il faut retracer toute l'histoire de Flamanville. C'est un projet qui a été très mal démarré. Il a été fait. C'est un projet franco-allemand. Et les Allemands, qui étaient influencés par les Verts allemands, ont tout fait pour plomber ce projet. Ils ont compliqué à l'extrême les spécifications de ce projet, et c'est pour ça qu'on n'a pas réussi, effectivement. Et qui plus est... Donc vous nous dites, on peut produire de nouvelles centrales nucléaires sans que ça coûte bien sûr, aussi cher ou de plus en plus cher. Et l'objectif du nouveau président d'EDF, c'est effectivement de profiter de l'effet de série pour baisser le prix qui vient d'être indiqué, c'est-à-dire de l'ordre de 100 € du mégawattheure. Je pense qu'on peut aller en dessous même des 50 €. Je veux dire un mot quand même de l'éolien terrestre. Oui. Il y a une loi qui a permis d'installer ces éoliennes terrestres à 500 mètres des habitations. Poser la question aux gens qui habitent à 500 mètres d'une éolienne, même des petites éoliennes, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Sébastien Cuc vient de nous citer un sondage qui dit l'inverse. Pardon ? On leur a posé la question et ils sont à 85%. Non, mais écoutez, je veux bien voir. Moi, je suis originaire d'une région rurale. Je sais ce que pense. Je sais ce que pense. D'abord, j'ai été maire adjoint de ma commune de naissance, et je peux vous dire que la première délibération qu'on a prise, c'est de refuser un parc d'éolien qui était en train de se construire au bord du parc régional des volcans d'Auvergne. Vous vous rendez compte ? On va toujours trouver des exemples à la fois en positif, avec des gens qui ont trouvé le parc éolien magnifique et à la fois en négatif. Vous vouliez dire un mot. Je termine si vous permettez. Allez-y, il nous reste 5 minutes. Sur les éoliennes et la politique qui est proposée. On va remplacer des petites éoliennes par des grosses éoliennes qui seront beaucoup plus grandes en hauteur. Les mâts ce sera des éoliennes qui vont faire encore plus de nuisances auprès des habitants. Et donc il y aura une opposition encore plus forte. Et pour des éoliennes qui fonctionnent. Je ne sais pas si on peut trouver une voie médiane dans vos deux présentations. Je vous interromps cette fois-ci. Jonathan voulait intervenir. Merci beaucoup. Non, parce que sur la question des éoliennes qui n'est pas nouvelle, c'est vrai que l'essentiel de l'argument, et quand on voit les défis qu'il y a, il n'est pas mineur comme argument, mais c'est beau, c'est moche. Le paysage, enfin, oui, bon, après, qu'il y ait un enjeu d'association des populations, que ce ne soit pas fait au forceps, qu'on fasse travailler la démocratie locale, enfin ça, pour le coup, c'est dans tout le domaine, c'est des choses plus vertueuses. Après, c'est pas simplement ça, puisqu'on se rend compte que sur le photovoltaïque, qui pose d'autres questions, on est aussi quand même dans l'idée qu'on baisse un peu la voilure. Moi, ce qui m'embête, et je pense que ça revient à ce que vous disiez au tout début, ce qui est compliqué dans le débat, c'est qu'on est toujours obligé de choisir son camp. Monsieur, je vous entends être le porte-parole
du nucléaire avec un savoir et une connaissance que je n'ai pas. Je ne vous ai pas entendu dire un seul mot positif sur la question des énergies renouvelables ou sur le fait que c'est... Non, moi je ne vous ai pas entendu. Mais je vais vous le dire tout de suite. Voilà. Sur l'hydraulique, je suis à fond pour l'hydraulique. C'est une énergie renouvelable qui est pilotable. Donc, effectivement, et ce que je souhaite, c'est qu'on construise davantage de moyens de production hydraulique. Et d'un mot, on entend souvent que le nucléaire, c'est infaillible, pilotable et qu'il n'y a pas mieux. On s'est quand même rendu compte qu'avec... Alors, ça vaut parce que peut-être les mauvais choix ont été faits dans l'entretien, mais on s'est retrouvé dans des situations où le fait de faire redémarrer un certain nombre de réacteurs pour des raisons de canicule, pour des raisons de difficulté à avoir suffisamment d'eau, ou en tout cas le bon contexte pour les faire fonctionner, dans quand même une opinion publique mondiale et française où la vigilance, après un certain nombre d'accidents, quand même, les choses changent et on ne peut pas simplement être nostalgique du général de Gaulle. Et en pleine crise énergétique, malheureusement, on avait beaucoup de nos centrales nucléaires qui étaient en cours de réparation, rénovation, etc. Mieux vaut de l'éolien que du gaz russe. Tiens, on va terminer sur la question du solaire, des panneaux solaires en France, avec une réaction ce matin sur TF1 de Marine Tondelier, la secrétaire générale des écologistes, qui rappelait à quel point cette programmation pluriannuelle de l'énergie risquait de laisser le champ libre à la Chine. Je rappelle que 75% des panneaux solaires du monde étaient fabriqués en Europe en 2010. Aujourd'hui, c'est 15%. La Chine est en train d'installer 610 km² de panneaux solaires dans les plaines du Tibet. C'est l'équivalent de 6 fois la surface de Paris. Vous voudriez qu'on fasse pareil ? Ils installent plus en un semestre que les États-Unis dans toute leur vie. J'indique juste que la Chine n'est pas connue pour ses engagements spécialement climatiques, mais est connue pour sa compétitivité. Et ils ont compris, bien mieux que les Français, que l'avenir était aux renouvelables. Bastien Cuc, il n'est pas perdu ce combat. Est-ce que c'est encore possible de créer ou recréer une filière des panneaux solaires en France ou alors même, allez, disons, en Europe ? Alors c'est possible, il va falloir en faire le choix. Est-ce que c'est possible au même coût qu'on achète le solaire aujourd'hui ? Non. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les Chinois le vendent 3 fois moins cher que ce que ça leur coûte de produire. Cela dit, en ce moment, on a une conjoncture qui est favorable. La Chine met un terme à une grande partie du soutien public à la vente, enfin au dumping, ils mettent un terme au dumping sur le solaire. Et de l'autre côté, la France accueille au moins 2 projets de gigafactory sur le photovoltaïque. Alors à condition d'en mettre les moyens, de faire un peu de protectionnisme, on va pouvoir avoir des panneaux produits en France. Là où ils sont le plus compétitifs, ce sera sur les projets en toiture, qui sont aussi ceux qui ont le moins d'impact. C'est pour ça qu'on appelle à les favoriser. Tiens, on a vu s'afficher une question tout à l'heure. Moi, je ne l'ai pas vu passer, mais je la redonne, celle de Brigitte, de Sarla La Canada. Est-ce qu'on n'est pas en train de parier tout notre avenir énergétique sur une hypothèse que la consommation va repartir à la hausse grâce à l'électrification ? Si. Alors, effectivement. Alors, allez, un mot là-dessus, c'est vraiment la fin du débat. Rapide, s'il vous plaît. Si vous voulez, aujourd'hui, on a une consommation d'électricité qui est de 450 TWh, perte incluse. Les derniers scénarios de RTE prévoient pour 2035 500 TWh au maximum. Donc c'est pas beaucoup plus, c'est un peu plus, c'est ça ? C'est 500 TWh. C'est donc, et aujourd'hui, on a une capacité de production qui est de 550 TWh. Ce qui nous permet d'exporter d'ailleurs 100 TWh. Mais au travers des projets qui sont déjà engagés, il y a 60 TWh de plus. D'accord, ok. Donc alors, c'est pour ça que... je voudrais que tout le monde parle, donc merci, on a compris votre argument. Frédéric Danhé. Juste un mot sur le photovoltaïque. La même Marine Tondelier est contre l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire mettre des panneaux solaires sur pylônes au-dessus des cultures. Sur les panneaux photovoltaïques, un élément bloquant, comme pour la rénovation énergétique, c'est les architectes des bâtiments de France qui refusent de mettre des panneaux solaires dans les secteurs sauvegardés. Essayer d'en mettre à Paris ou chez moi à Brunois, c'est strictement impossible, comme les pompes à chaleur d'ailleurs. Troisièmement, il y a un élément important, il n'y a pas que l'électrification, et c'est d'ailleurs dans la PPE 3, pour chauffer des immeubles, en particulier les logements sociaux, il y a les réseaux de chaleur urbains que la PPE 3 invite à augmenter, invite à déployer. Et ça, c'est une solution qui fonctionne avec un très haut rendement, si tant est que la production de chaleur se fasse évidemment de manière décarbonée. Ça, on n'en parle pas assez, mais c'est fondamental pour chauffer les logements, les réseaux de chaleur urbaine. On aura terminé là-dessus. Merci beaucoup. Tout le monde a eu la parole. C'était un débat animé. Merci de vous être... non, mais tout va bien. Merci de vous être prêté au jeu et d'avoir respecté ces règles de temps de parole et de respect sur ce plateau. Je vous demande de rester en place encore quelques secondes. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.